Bienvenue dans notre émission Les acteurs du Nouveau Monde. Notre système va droit dans le mur, ça commence à être une évidence, à tous les niveaux, économiques, financiers, écologiques. Il est temps d'agir. Nous sommes devant un carrefour et nous avons le choix. Soit nous allons vers la destruction avec un risque de l'extinction même de l'espèce humaine, comme le disait Claude Lévi-Strauss, ou alors une chance infinie pour créer un monde où tout peut être absolument merveilleux, la technologie et le niveau de conscience qui grandit sans cesse le permet. Des personnes partout dans le monde, des groupes, des associations, réfléchissent à cela depuis très longtemps, dans tous les domaines. Nous avons pour objectif de les réunir et nous leur donnons la parole. Voici l'émission Les acteurs du Nouveau Monde. Nous sommes aujourd'hui au Festival Oasis. Nous avons l'immense chance d'avoir une invitée, Julie Kabou-Nadal. Julie, après une enfance au Burkina Faso, à l'âge de 4 ans, vous êtes venue vivre en France au bord d'une forêt. Effectivement, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Tomry et ce village, le nom du village est joli parce qu'en fait c'était Louis XIV qui passait en calèche et qui longeait le bord de Seine venant de Paris, et en passant devant le port de Tomry, il est descendu de la calèche pour faire une pause et il disait « d'ici tout me rit ». Et effectivement c'était une espèce d'écrin, et c'est toujours un village, une sorte d'écrin entre rivière, donc la Seine, et puis la forêt de Fontainebleau qui est sublime. Voilà, et donc ça a été pour moi une source d'inspiration, de sensibilité, ouais, de sensible peut-être. Parce que du coup, j'ai pu passer du temps en forêt et j'ai pu me baigner dans la rivière et donc faire des expériences sensorielles, sensitives, sensibles qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore aujourd'hui dans mon lien à la nature. Ouais. Ensuite, vous avez fait vos études à Paris, donc en psycho, en ethnopsychiatrie, pour vous lancer dans la solidarité internationale en tant que chef de projet pour des ONG. Effectivement, j'avais besoin d'en passer probablement d'abord par la compréhension, en tout cas c'était mon élan de passer d'abord par la compréhension du fonctionnement psychique de l'individu. J'avais besoin de comprendre cette chose-là, on va dire, et puis et en même temps j'avais un appel pour faire de ma vie quelque chose qui aurait du sens. Voilà, donc j'étais vraiment dans cette recherche-là déjà à ce moment-là. Et la solidarité internationale et l'humanitaire a été assez évident pour moi. Et donc effectivement, je me suis formée pour ça et je suis partie pour travailler. Et j'ai travaillé du coup pour un certain nombre d'ONG. Sur différents types de missions, dans des contextes d'urgence, dans des contextes de développement, comme on dit, en Palestine, au Brésil, dans des pays d'Afrique subsaharienne et Madagascar. Voilà. Ensuite, vous avez vécu une très grande difficulté avec votre fils, ce qui vous a fait changer complètement d'orientation, et vous êtes revenu au Bercail, vous avez dit ? Oui, j'étais en mission, mon fils était avec moi, et à Madagascar, il a attrapé un parasite, pour être précise. Et donc, ce qui a été extrêmement violent, puisque mon fils ça a posé la problématique du handicap pour lui ensuite. Et donc, très brutalement, on a dû rentrer en France. Et moi, du jour au lendemain, il a fallu que j'interrompe évidemment ma carrière professionnelle et je me suis concentrée. J'ai organisé toute ma vie autour de prendre soin de mon fils pour lui donner, contribuer à lui donner toutes les chances pour qu'il aille le mieux possible avec ce qui se passait, quoi. Donc j'ai basculé d'une situation, d'une jeune femme dynamique, on va dire ça comme ça, qui avait une certaine forme d'ambition, un élan pour le monde, enfin, à quelque chose de beaucoup plus concentrique, on va dire, beaucoup plus, qui est la maternance. Je l'étais déjà, évidemment, mais alors là, évidemment, c'est devenu le centre de ma vie. Me prendre soin de mon enfant. Et je n'ai fait que ça pendant 8 ans. Et vous étiez en couple à ce moment-là ? Non. Non, j'étais séparée du papa. En tant que femme, vous deviez assumer seule ? Ouais. Ensuite, vous êtes revenue à la vie active et vous êtes entrée dans le mouvement Colibri.
Et puis dans d'autres, vous êtes formé à la CNV, puis vous avez côtoyé des milliers libertaires. Est-ce que c'était une nouvelle orientation ou bien la poursuite de ce que vous faisiez déjà au départ? Alors, mon engagement dans la solidarité internationale, il a été quand même assez échaudé au fil de mes expériences dans différents types d'ONG pour la compréhension que j'en avais de plus en plus fine de ce aussi à quoi contribuait, on va dire, la solidarité internationale dans un monde complexe. Et voilà, donc je suis sortie de fait par la situation personnelle, mais aussi il y avait quelque chose en moi qui était moins en cohérence. Je sentais une moindre cohérence dans cet engagement parce que j'avais un regard de plus en plus critique sur le système et l'institution humanitaire et ce qu'elle pouvait générer sur les... Voilà. Et donc mon sens, mon acuité, on va dire, ma conscience politique a commencé, on va dire, à s'aiguiser à cet endroit-là. Et de retour en France, m'occupant de mon fils, j'ai aussi continué de m'intéresser évidemment aux politiques, à cette dimension-là. Et c'est là que j'ai côtoyé des groupes de sensibilité libertaire. Et à un moment donné, j'ai aussi là eu le sentiment d'arriver au bout. À la fois, ça a été une expérience extraordinaire pour affiner mon regard critique et radical et m'aider à déconstruire le conditionnement d'une vision politique qui est générée voilà, dans le système actuel. Donc ça, c'était extraordinaire. Mais je pouvais aussi observer combien en moi, ça générait de la colère, ça générait, on va dire, une posture qui moi, me faisait souffrir. Qu'est-ce qui vous faisait souffrir dans cette expérience-là? Je crois que c'est assez simple en fait. C'est une posture plus de revendication et de lutte. Voilà, donc c'est à un moment donné prendre pleinement conscience de l'objet de la lutte, qui est, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est le système, on va dire, capitaliste, bon, etc. Et de vouloir lutter contre. Donc c'est le rendre, enfin moi c'est comme ça que j'ai fini par le conscientiser, c'est que ce système contre lequel on souhaite lutter, il devient extrêmement présent dans nos vies, puisqu'on en permanence c'est par rapport à lui qu'on se situe, et donc on lui donne, enfin, moi je sentais bien que de ce fait-là je lui donnais beaucoup de pouvoir, vous voyez ? C'est ça, oui. Voilà. Donc bon, ça c'était dans mes réflexions, mais après très quotidiennement parlant, le moment de rupture, ça a été un jour où j'étais en vélo avec mon fils à Toulouse, et j'étais sur la piste cyclable, et il y a un 4x4, et donc là c'était toute petite rue, et il y a un 4x4 qui était derrière moi, qui klaxonnait, et quand il est passé à côté de moi, il m'a insulté, parce qu'évidemment il aurait voulu passer plus vite, le vélo n'allait pas assez rapidement pour lui, et il m'a dit, vous devez être, enfin c'était une injure, vous devez être une RMiste pour aller à une vitesse d'âne, enfin un truc comme ça. Voilà. Et ça, j'ai été dans une telle rage intérieure pour tout ce que ça voulait dire pour moi d'injustice. Cette personne à ce moment-là symbolisait tout ce contre quoi je luttais jusque-là, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une telle colère que j'ai failli lâcher le vélo derrière lequel mon fils était pour aller m'empoigner la personne, enfin verbalement bien sûr, et lui dire ce que j'en pensais, quoi. Et là j'ai vu que j'étais en train de mettre mon fils en danger, donc j'étais en train d'en perdre la raison, voilà, et par une telle violence que je me suis dit, bon, elle peut avoir toute la légitimité du monde, mais en fait, c'est destructeur, quoi. Là, d'une part, t'as failli mettre ton fils en danger, et puis moi, je commençais à clairement identifier que la colère qui jusqu'à présent avait été, pour moi, très légitime, et était même une source nécessaire de réaction, de réveil, de sursaut, là, devenait... non, en fait, j'en voulais plus de colère, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, que j'ai croisé les colibris, la pensée de Pierre Rabhi, etc. Et ça a été extraordinaire, parce que pour moi, les écrits, les messages de Pierre était une vraie clé, en ce sens où c'était une personne qui arrivait à faire la synthèse entre une radicalité politique, un discours radical, dont j'ai toujours besoin, moi, c'est sans compromission, donc un discours éminemment radical, et en même temps, en réussissant à y mettre de la joie, et à y mettre du beau, et à rappeler la magie. Et donc, effectivement, deux polarités, c'est-à-dire on n'est pas dans le pays des bisounours, dans cette histoire-là. Il n'est pas question de ça, c'est-à-dire que Colibri, de mon point de vue, prend racine dans une conscience de la situation qui est radicale. Ouais. Mais c'est comme une espèce de transmutation, quelque part. On ne va pas se laisser enferrer par une logique de destruction, de lutte, de violence, etc. Non, on va aller dans le beau, quoi. Voilà.
avec même cette dimension du sacré, d'honorer le vivant. Et donc là, c'était pour moi une pirouette fantastique dans laquelle je suis allée. Et donc là, ça aboutit à un nouveau projet, qui est la création en fait d'un lieu, la Canopée Bleue. Et là, c'est en cours, j'imagine. Oui, avant peut-être de dire que j'ai passé 4 années à œuvrer pour l'association des Colibris sur différents, au niveau local, aussi au niveau national de cette organisation. Et que ça a été une vraie école, une autre de mes écoles de vie. C'est-à-dire à la fois de pouvoir m'inspirer de la vision, de la vision qui n'est pas partagée que par Colibri, mais qui est aussi portée par cette association-là, que je trouve riche et porteuse pour l'avenir. Et puis en même temps, humainement, parce que c'est une organisation qui, alors qu'elle représente des milliers de personnes, s'efforce en tout cas, ou œuvre dans le sens d'une gouvernance partagée. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui me touche et qui me parle. Comment on fait ensemble ? Voilà, comment cette fameuse histoire d'intelligence collective, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour palper cette chose-là. Et donc, œuvrer dans Colibri m'a permis d'expérimenter aussi ce que pouvait être un vivre ensemble, un faire ensemble, vertueux, beau, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, et en effet, riche de tout ça, de toute cette nourriture, j'ai eu envie de créer ce projet de la Canopée Bleue qui est en cours, en effet. Ah oui, d'accord. Qui n'est pas réalisé, qu'on est en train de monter, ouais. Et vous avez déjà un lieu ? On a un territoire, c'est la communauté de communes, l'agglomération Angéloire Métropole, donc c'est en Anjou. Et on est assez confiant sur le fait que les collectivités territoriales aujourd'hui de ce territoire-là sont sensibles au message qu'on porte à travers ce projet et sont mobilisées pour nous aider à trouver le lieu qui sera adapté. Ouais. Et alors, il y a un domaine qui vous intéresse tout particulièrement, c'est le masculin et le féminin. Alors oui, peut-être... parce que là, la jonction serait peut-être un peu délicate, mais un autre sujet, on va dire, qui me passionne et qui me porte, c'est la question de la relation homme-nature. Et c'est c'est de façon autodidacte, en fait. Je suis allée explorer ce qui s'était passé dans l'évolution de la relation de l'homme et de la femme avec la nature, depuis le paléolithique, puis le néolithique, etc., jusqu'à nos jours. Et comment toute une histoire avait généré la situation dans laquelle on se trouve, à savoir une société hors sol, comme on peut le dire aujourd'hui. Donc une société de consommation, avec tous les symptômes qu'on observe de cette société qui va dans le déclin. Et pour moi, une des pistes, une des racines du problème, à mon sens, c'est à cet endroit-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la relation homme-nature et dans des sociétés traditionnelles où la relation homme-nature est différente, c'est-à-dire concrètement plus reliée, c'est bien de ça dont il est question, comment ça se passe, etc. Et donc je me suis vraiment intéressée à un courant qui s'appelle l'écopsychologie, qui travaille qui est composé de sociologues, psychologues, environnementalistes, qui réfléchit à cette question-là. Et le projet de la Canopée Bleue, comme on dit dans notre jargon Colibri, c'est la raison d'être du projet, c'est celle-là. C'est créer un lieu pour favoriser la reconnexion homme-nature, homme-femme-nature, pour tous les bénéfices que ça peut générer derrière. Je ne rentre peut-être pas là dans les détails. Et en effet, un autre sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, et qui est très lié, c'est l'évolution dans notre société occidentale de la place du principe féminin dans la construction de notre société, de notre civilisation. D'où on part, c'est-à-dire là aussi paléolithique, néolithique, à un moment donné, alors là je vais hyper vite, mais il y a une bascule qui s'opère et qui met en œuvre la société du patriarcat dans laquelle maintenant on est depuis un certain temps. Observer comment l'hégémonie, on va dire, du principe masculin généré par la société du patriarcat, comment cette chose-là, on va dire, se traduit dans la société dans laquelle on vit. Et comment probablement qu'un rééquilibrage de ces principes serait là aussi une source de réflexion pour avancer autrement, quoi. Mais peut-être que ce que je peux ajouter, c'est que, en fait, on observe de façon concomitante que l'évolution
du rapport, enfin, plutôt l'équilibrage du principe masculin et du principe féminin, de façon concomitante, c'est fait, le déséquilibrage plutôt, c'est fait de la même manière dans la relation homme nature. C'est-à-dire que plus l'homme, avec un petit H, a dénigré la femme, et derrière la femme, évidemment, c'était la puissance du principe féminin, plus en parallèle, évidemment, il se déconnectait et outrageait la nature. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous passons donc au questionnaire des 4 points de vue. Le point de vue subjectif, les valeurs, ce qu'on ressent, l'être finalement. Et puis le point de vue objectif, ce qu'on fait, les résultats, etc. Aussi bien en tant qu'individu, en tant que collectif. Julie, comment vous sentez-vous là maintenant ? Fatiguée, parce qu'on vient de faire, comme vous le disiez, 2 jours de festival voilà, animé et organisé, initié par Colibri, avec 250 personnes, 60 projets d'Oasis. Donc, et on arrive au bout là. Donc vous me cueillez à un moment où je ne suis pas la plus vive. Mais tout va bien, je me sens très bien. En tout cas, vous respirez la joie. Ok, super. Il reste encore ça. Fatiguée, enthousiaste et joyeuse. Ouais. Peut-être tout ça en même temps. Oui, c'est ça. Julie, qui êtes-vous ? Alors, j'ai ressenti pendant 38 ans que j'étais du vide. 33 ans. Et j'ai fait l'expérience il y a 8 ans d'aller au Pérou pour prendre l'ayahuasca. Et l'expérience de l'ayahuasca m'a montré combien je n'étais pas que du vide. Voilà. Donc je réapprivoise depuis 8 ans cette autre chose qui n'est pas du vide. Voilà. Merci. Julie, quelle est votre raison d'être sur cette planète ? Pendant des années, c'était mon fils. Et puis aujourd'hui, parce qu'il va mieux et que voilà, les choses vont mieux pour lui, je crois que c'est ce dont je vous ai parlé. Hein, c'est comment aider à ce que, comment contribuer à ce que l'homme se sente relié au vivant, en lui et avec le vivant autour de lui. Et ensuite, il y a cette histoire de principe féminin. J'ai été bouleversée quand je suis allée creuser dans l'histoire des femmes, qui sont les grandes absentes de l'histoire. On entend tellement la moitié de l'humanité qui est absente de l'histoire, avec un grand H, retranscrite par les hommes, j'entends. Oui, voilà. oui. J'ai été tellement bouleversée en tant que femme de réaliser cette chose-là, ouais, que sans vouloir basculer dans les questions de genre, avec tout ce que ça implique de nouveau de lutte, féministe ou pas féministe, c'est pas du tout mon propos. J'ai vraiment à cœur de ce dont je vous parlais, c'est-à-dire réfléchir, envisager, explorer cette question du rééquilibrage principe masculin et féminin pour créer société. C'est un peu votre mission de vie maintenant. Ouais, c'est les 2 axes, je crois. D'accord. Contribuer. Contribuer, ouais. Contribuer avec ces deux trucs-là. Mais en tout cas, oui, c'est évident que je me sens pleinement actrice de... j'ai même pas le choix, c'est une évidence. Je me sens pleinement actrice de cette transition, comme on la nomme, quoi. Ouais. Julie, que faites-vous dans la vie ? J'emmène mon fils au collège le matin. Et puis ensuite, je passe ma journée à travailler pour la mise en route de ce projet de la canopée bleue. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc ça, c'est votre objectif principal ? Ouais, c'est mon activité première. Ouais. Et dans votre action, quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus ? Vous pouvez peut-être nous parler d'une expérience vécue dans ce que vous avez pu contribuer. Et quels sont les résultats que vous espérez obtenir ? Ok. Les résultats pour le moment par rapport à ce projet, et c'est ma grande joie,
c'est que les politiques que j'ai pu rencontrer, collectivités territoriales, pour leur parler, leur présenter le projet, je les ai sentis de plus en plus sensibles au fil des échanges. Et j'ai déjà l'impression, en fait, même si le projet, je suis confiante sur le fait que ce projet va se faire maintenant, mais je suis déjà tellement réjouie de voir que j'ai le sentiment d'avoir fait ma part, en sentant que j'ai contribué à faire bouger les lignes de ces personnes qui souvent peuvent être considérées comme ceux auxquels on ne croit plus. Voilà. Et en étant en relation avec eux, j'ai pu sentir combien un projet comme celui-là venait toucher à leur imaginaire, recréer du rêve, et super, quoi. Ça, c'est une grande joie. Une reconnexion avec l'humanité qu'il y a dans les gens qui veulent un autre monde, Oui. Et ceux qui sont dedans, mais qui le désirent autant. Absolument. Et la question, c'est comment on partage et on communique. Ouais, je crois que c'est... Bon, c'est la posture. Je pense qu'il y a une histoire de posture, mais en tout cas, quand on ne cherche pas, voilà, c'est peut-être ça que je peux dire, je n'ai jamais cherché à défendre et à prendre en otage l'autre de ma conviction par rapport à ce projet. Voilà. Et je crois que c'est... ma façon de communiquer sur ce projet, ça a toujours été, voilà, il y a quelque chose qui fait sens, de mon point de vue, à cet endroit, pour toutes ces raisons-là, politiques, etc. Vous prenez pas. Et du coup, les personnes en face, je crois, se sont senties libres, et dans cet espace-là, à un moment donné, ont pu probablement sentir quelque chose à l'intérieur de plus de l'ordre de leurs rêves, s'autoriser à... Voilà, parce que moi, je les prenais pas en otage, je leur demandais rien. Ouais. Profondément, je leur demandais rien. Et c'est sans doute quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, puisque la plupart du temps, c'est des relations de domination-soumission. Je veux ceci, comment l'obtenir, alors que là, c'est la liberté et l'ouverture. C'est ça. Ouais. Et c'est finalement la vibration de l'être qui permet aux choses d'éclore. Je crois, oui. Ouais. Julie, quel milieu fréquentez-vous et quelles sont les valeurs de ce milieu, sa culture ? Alors, pour reprendre le terme des sociologues, je me situe clairement dans la catégorie sociologique des créatifs culturels. Donc, pour d'autres, on pourra dire alternatifs ou voilà, acteurs de transition. Est-ce que ça répond à votre question ? Ah oui, tout à fait. C'est ça, voilà. Et c'était quoi ? Il y avait une deuxième question, je crois. Dans le milieu, la culture, les valeurs, quoi. Donc voilà, c'est un mouvement de personnes, comme l'identifient les sociologues, qui est composé de personnes qui répondent à un certain nombre de critères, on va dire, c'est-à-dire qui envisagent une société différente, avec un rapport à la nature plus respectueux, et ça implique plein de choses en termes de mise en pratique, hein. Donc l'agriculture est concernée, l'habitat est concerné, bon, etc. Et plus respectueuse de l'humain aussi. Donc ça implique évidemment aussi quelque chose de profond et d'intérieur. Les créatifs culturels se posent aussi la question de et moi j'en suis où ? Et si je suis dans ma relation à moi et à l'autre générateur de colère, ce sera difficile pour moi de contribuer à un monde plus en paix. Donc c'est ce va-et-vient. Les créatifs culturels sont à la fois engagés dans une vision politique de la société, et en même temps sont aussi reliés à leur intériorité. Julie, quel est votre point de vue sur le monde actuel ? Je vais répéter ce que plein de gens disent parce que je le partage, quoi. C'est-à-dire qu'on est je pense qu'on est à une charnière, voilà, qu'on est à un moment clé de voûte ou bascule. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire cette bascule, quoi. Voilà, donc ça va pas très bien, mais en ayant contribué à l'association Colibri, j'ai aussi pu être à un endroit de la société où j'ai observé qu'il y avait une puissance de mobilisation citoyenne, d'innovation, d'espérance, du coup, qui est fantastique. Voilà. Et quel espoir nourrissez-vous pour l'avenir du monde ? Un zeste de plus, voire plusieurs zestes de plus de principes féminins pour apporter plus de douceur, de douceur, de bienveillance, moins de lutte, moins de combat, plus d'écoute, plus de réceptivité, de sensibilité. Et je crois que ça naturellement viendra du coup rejaillir sur le système d'organisation de nos sociétés et ce qu'elle produit. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez ou vous avez mesuré l'impact sur le changement social que vous avez fait avec les différentes communautés, groupes, associations dans lesquelles vous avez œuvré? En étant dans l'association Colibri, j'ai pu observer combien, sur 4 années déjà, l'écho de cette association, de sa vision, de ses propositions avait pris beaucoup d'ampleur et faisait donc beaucoup écho. Vous êtes aussi co-créatrice du mouvement, des oasis créés par Colibri, c'est ça? Non, j'ai juste contribué à un moment donné à un cercle au sein de l'association de réflexion sur la mise en œuvre de ce projet qui vise à favoriser le déploiement des oasis sur le territoire. Mais c'est vrai que par exemple l'association a fait une proposition, pour vous donner un petit exemple, l'association a fait une proposition d'un MOOC, c'est-à-dire une formation en ligne gratuite sur les oasis. Oui, c'est ça. Et il était attendu, je crois, 2 ou 3 000 inscrits grand maximum. Et en fait, c'est 25 000 personnes qui se sont inscrites à ce MOOC. Donc ça veut dire que 25 000 personnes, quand on leur parlait d'oasis déjà, ça les interpellait, alors qu'on ne pensait pas forcément que ce terme déjà pouvait évoquer quoi que ce soit aux gens. Et en plus, se sentaient suffisamment concernés pour se dire, je vais faire une formation sur le sujet. Ouais, donc là, on a été quand même super surpris. Ouais. Donc là, il y a des résultats palpables, des fruits portés et qu'on peut mesurer et voir, observer et goûter. Oui, c'est ça, et goûter. Le premier pilier de la démocratie éthique, c'est l'éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement de soi. Alors en démocratie éthique, on parle d'une éthique de l'épanouissement, c'est de mettre en place un système qui permet de s'ouvrir à la vie. Et part d'une idée, d'un constat, qui est réducteur bien entendu, mais c'est un postulat sur lequel on se base. C'est l'idée qu'en observant la nature et son cycle d'évolution, la nature explore tous les possibles, il suffit de voir toutes les diversités, et finalement pour grandir perpétuellement en conscience. Et en démocratie éthique, on considère que c'est la raison d'être finalement de la nature, c'est-à-dire explorer tous les possibles pour grandir en conscience. Et on espère que les organisations, les systèmes, les entreprises, les collectivités, les administrations puissent être chaque fois, à travers leur raison d'être personnelle, reliée à une raison d'être éthique et en lien avec cette idée de grandir perpétuellement en conscience. Alors l'éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement s'inspire de toute une série de processus de recherche comme la spirale dynamique, la vision intégrale de Ken Wilber, avec l'idée justement qu'il y a, en prenant une réduction, 3 niveaux de conscience minimaux. C'est d'abord l'égocentrisme, qui est quelque chose de très sain et d'indispensable pour chaque être humain, mais avec les déviances qu'on connaît qui vont vers l'égoïsme. Et puis on passe à l'ethnocentrisme, à savoir l'enfant découvre qu'il n'est pas le seul dans le monde et que le monde n'est pas le prolongement de lui-même, et il se rend compte qu'il a un papa, une maman, et puis une famille, et puis une communauté, et puis en grandissant l'école. Donc c'est l'ethnocentrisme, c'est le besoin d'appartenance qui est indispensable à chaque être humain, que l'on trouve dans tout, les associations, on appartient à la communauté des médecins, des avocats, des écolos, ou des religieux musulmans, juifs, chrétiens, avec la déviance tragique. Si tu fais partie de mon clan, tu es mon ami, si tu n'en fais pas partie, tu es mon ennemi. Ensuite vient le nouveau niveau de conscience, c'est une vision monde-centrique. C'est-à-dire l'idée que l'espèce humaine, dans toute sa diversité, est une et indivisible. Ce qui évidemment amène à des choix politiques et des décisions qui n'ont rien à voir avec une vision purement ethnocentrique. Et donc c'est un niveau de conscience qui justement émerge principalement dans les mouvements comme les créatifs culturels. C'est cette vision monde-centrique et qui aboutit à une réflexion, comme le dit Edgar Morin, que nous vivons tous sur la terre patrie. Donc on est relié à cette éthique qui veut que nous nous
concentrions sur la vision et la conscience mondocentrique pour toutes les décisions qui concernent la planète, l'espèce humaine, mais en assumant pleinement et l'égocentrisme sain, et le besoin d'appartenance avec l'ethnocentrisme sain, et le mondocentrisme. Donc ce n'est les trois à la fois. Moi, je suis assez animée aussi de cette intuition que la condition humaine est complexe parce qu'à la fois, elle a à faire du fait même de l'incarnation. Ça nous met dans un principe de dualité. Donc peut-être que ce principe de dualité, il se retrouve dans le stade 1 dont tu parles, c'est moi et moi. Et l'autre, peut-être, enfin là, égocentrique, tu disais, en tout cas, c'est dans un rapport à soi. Et puis ensuite, le rapport à la communauté. Bon, c'est toujours où se situe ce vecteur-là, je dirais, mais qu'il y a une aspiration aussi profonde à l'humain à retrouver l'unité. Voilà. Alors, laquelle tomber amoureux, ça vient répondre à ça. Avoir besoin d'amour, c'est quoi? C'est cet appel de communion, de se retrouver en communion. Parce que je crois qu'on a on partage probablement tous un sentiment à un endroit de solitude. Quelque part, on est tellement seul. Et en fait, on ne l'est pas. Voilà. Donc, on l'est, on ne l'est pas. Alors ce que tu dis sur la conscience de l'unité, elle est absolument merveilleuse et en même temps je me représente combien l'état de conscience que ça implique n'est pas accessible facilement non plus, quoi. C'est un chemin. Hein. Ah oui, non mais complètement, et c'est bien de l'avoir en phare. Voilà. Tout à fait, je pense même que c'est un chemin inévitable pour chacun. Certains n'arrivent pas toujours à la conscience mondocentrique, mais elles les habitent. D'ailleurs, dans la spirale dynamique, on dit qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. La première partie avec les niveaux de conscience qui sont désignés par des couleurs, ce sont en fait des niveaux de conscience qui vont de l'instinctif vers le réactif, le rouge comme on dit, et l'identité. On arrive à ce moment-là vers le bleu, c'est-à-dire la structure, l'organisation. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus qui a le pouvoir sur soi, donc c'est la structure, c'est Dieu, c'est les religions, etc. C'est par exemple l'Amérique puritaine. Ensuite on arrive après ça vers l'orange, c'est-à-dire le capitalisme, l'accomplissement scientifique de soi, mais aussi la jouissance uniquement de l'individu, c'est typiquement le capitalisme, avec sa version positive et avec sa version absolument, dévoyée, perverse, mais aussi positive. Ensuite, on arrive à la partie verte, on revient vers le besoin d'empathie, de partage, et là, c'est la conscience verte. Et ça, c'est le premier palier. Mais le premier palier a comme caractéristique que quand on est plus dans la conscience verte, on déteste ceux qui sont dans la conscience orange. Celui qui est dans la conscience rouge trouve que les verts sont des gens stupides. Et donc, on considère chaque fois qu'on détient d'une certaine manière la vérité. La réalité, c'est qu'on est tous composés de tout ça. Si je prends un cas extrême, un peu provoquant, un parrain de la mafia, ben, il a tout. Hein. Lorsqu'il est avec sa famille, il est empathique, donc il est dans le vert. Lorsqu'il fait du business, il est dans l'orange. Et lorsqu'il est dans la trahison du business, bah, il va être dans le rouge et il va tuer, quoi. C'est à celui qui est tué ou celui qui est mort. Et dans l'orange, c'est à celui qui gagne, celui qui perd. Alors il y a un saut quantique. Et ce saut quantique, c'est justement le mondocentrique, avec des gens qui sont dans la couleur jaune et puis turquoise. Jaune, c'est plutôt l'individuel, turquoise, c'est une vision collective. Et en fait, cette vision-là, ce palier-là a cette caractéristique qu'on a la conscience qu'on peut passer dans tous les niveaux. Donc, suivant les circonstances de la vie, on est dans le rouge, dans l'instant actuel, dans le vert, et on passe de l'un à l'autre en sachant qu'on a besoin de chaque. Et on considère même dans la spirale dynamique qu'une des choses les plus importantes, ça n'est pas le niveau le plus élevé, c'est simplement que tous les niveaux soient vraiment accomplis dans un sens fonctionnel. Par exemple, réparer l'instinct actuel, qui a été bridé dès l'enfance souvent, eh bien, c'est une réparation et c'est un grand chemin spirituel. Et ça se passe au niveau
soi-disant inférieure. Et donc voilà, ça c'est un peu la conscience de la spirale dynamique qui inspire et qui fait partie intégrale de l'éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement. Je découvre cette grille de lecture, elle me parle, elle me fait écho sur la clarté peut-être qu'elle peut apporter pour observer en effet les différentes dynamiques qui interviennent dans chacun d'entre nous, dans notre évolution, quoi. Après, je suis toujours assez vigilante à me détacher aussi dans une certaine mesure des grilles de lecture parce qu'à un moment donné, ça peut, en fonction de la façon dont elle est appréhendée, elle peut fixer, elle peut, à la différence de créer, au contraire, de la dynamique et de... Voilà, elle remet dans des rails. Voilà, je suis un peu attentive à cette chose-là. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ces questionnements-là, peut-être le plus, c'est comment, quand soi avec soi, voilà, parce que c'est une invitation à être avec soi et observer comment on évolue avec soi, dans cette intériorité-là, quoi qu'il se passe, l'accueillir. Voilà. Et pour moi, que ça se situe à un certain niveau de cette spirale ou à un autre niveau de la spirale, il y a quelque chose qui pour moi est peut-être important aujourd'hui à expérimenter, c'est où ça se situe, le pourquoi, etc. m'importe peu, c'est plutôt d'accueillir. Et je me rends ô combien compte que quand je suis dans cette observation intérieure de ces mouvements et que je suis dans l'accueil de ces mouvements-là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se libère et ça m'emmène où, peut-être au dernier étage, peut-être juste au deuxième, peut-être je sais pas, et en fait je présuppose pas de ça, quoi. Voilà. Le deuxième pilier de la démocratie éthique, c'est le retour à l'unité. Alors là, on va parler évidemment du principe masculin, du principe féminin. L'idée, c'est de sortir de la dualité pour rentrer dans l'unité. Et cette polarité masculine et féminine se définit, me semble-t-il, par les qualités féminines qui sont à la fois chez l'homme et chez la femme, et les qualités masculines qui sont à la fois chez l'homme et la femme. Donc, par exemple, le féminin serait plus dans le partage, dans l'amour, dans la contribution, dans l'empathie, dans l'écoute. Le masculin, c'est plutôt la pénétration, la direction, l'accomplissement, le côté viril, le côté mâle, quoi. Et on constate d'ailleurs que la société est devenue très masculine avec les femmes, d'une certaine manière. Après la guerre, elles n'ont pas trop eu le choix, puisqu'il fallait qu'elles commencent à gérer les fermes, puisque les hommes étaient tombés à la guerre. Donc il y a eu des bascules qui se sont passées. La société s'est masculinisée, y compris chez les femmes. Or, les hommes, lorsqu'ils se trouvent devant une femme qui a une puissance masculine élevée, ils se féminisent, mais dans le côté un peu dysfonctionnel, ils deviennent plus faibles. Ils ont peur de la femme, ils ont peur de la puissance féminine d'une certaine manière. Alors que nous vivons toujours dans une société patriarcale qui ne donne pas l'accès au féminin dans sa juste dimension. Et cela s'applique dans tous les domaines, le domaine politique, mais c'est surtout une autre manière de penser qui est extrêmement difficile. Si on applique ça par exemple à la politique et qu'on dit voilà, le principe féminin se trouverait plutôt dans le communiste avec les valeurs de partage, de communauté, etc. Et le principe masculin se trouve plutôt dans le capitalisme avec la direction, la réalisation, etc. Eh bien, simplement poser la question, si on prenait le meilleur du capitalisme et le meilleur du communisme, c'est parfois inacceptable pour quelqu'un qui a été élevé dans une famille hyper communiste ou hyper capitaliste. Donc c'est une autre manière de penser. Mais certains philosophes, et dans le tantrisme particulièrement, on parle de l'équilibrage des polarités, la neutralité des émotions pour l'ouverture du cœur. Si on prend le cas des sociétés patriarcales, on connaît toutes leurs déviances. Dans les sociétés matriarcales, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément la vérité. Et l'idée du retour à l'unité, c'est un mix du meilleur du patriarcat et du meilleur du matriarcat.
Je ne sais pas si j'ai beaucoup à ajouter en fait. Prendre référence justement dans l'ancien, on va dire, dans les anciens schémas, à savoir patriarcat ou matriarcat, c'est peut-être déjà de nouveau s'inscrire dans une dualité. En tout cas, il existe aujourd'hui, et ça c'est une richesse à mon sens qui est extraordinaire, non seulement, comme tu le disais, des sagesses, des traditions de sagesse qui sont toujours accessibles, comme en effet le tantra ou le taoïsme ou encore d'autres traditions et pas que orientales d'ailleurs, mais en tout cas dans lesquelles la question de la nécessité d'un rééquilibrage des polarités, comme tu le disais, est un principe du vivant et que c'est aussi un principe qui nous habite. Voilà. Donc dans les traditions de sagesse, c'est quelque chose qui est enseigné, mais c'est aussi vécu aujourd'hui dans des traditions qui vivent encore, comme les Maasai, qui ont une mise en application de leur organisation sociale qui tient compte beaucoup de la présence du principe féminin. Leur divinité ou l'essence divine pour eux est un principe féminin, alors vrai ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est dire combien ils ont une écoute particulière pour la question du principe féminin. Leur mode de symbolisation de l'évolution d'un individu et des rituels par lesquels il va passer, ce sont des cercles, leurs maisons sont en cercle. Bon, il y aurait quantité d'exemples à donner sur ces questions-là. Et les Kogi aussi, quand ils sont interrogés, on voit combien aussi la question de la place du féminin est présente, également dans leur gouvernance, dans leur façon donc de gérer les conflits au sein de leur communauté. Et puis je pense encore au Mosuo, pour ceux qui ont envie d'aller chercher un peu dans ces histoires-là, qui est une communauté qui existe dans les contreforts du Tibet et qui depuis très 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 longtemps est donc une société dont l'organisation sociale met au cœur de son projet, enfin pas de projet de société, mais au cœur de sa société le principe féminin. Et là en l'occurrence la façon dont ça va se traduire concrètement dans l'organisation sociale, c'est que les femmes ont des rôles particulièrement importants. Voilà. Bon, je pourrais développer, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le patriarcat a opéré, on va dire, depuis bien longtemps dans plein de sociétés, et la société néo-capitaliste ou capitaliste et l'impérialisme, qui est bien une force, une expression sans doute extrême du principe masculin qui se traduit là par le guerrier. Hein, bon, a pris beaucoup d'ampleur sur tout le territoire, enfin sur toute la planète, mais il existe encore des communautés où l'équilibrage, alors sans doute pas parfait, hein, mais enfin existe, et je trouve ça vraiment riche d'expérience et d'inspiration en fait, voir ce que ça produit concrètement en fait, hein, sans partir sur des théories et sur du spirituel. Non, concrètement, quand on est attentif à observer la nécessité d'un équilibrage entre l'agir et l'accueil, l'écoute et l'expression, etc., on voit ce qui se passe, quoi. Ouais. Le troisième pilier, c'est celui de la distance sacrée. Alors la distance sacrée en démocratie éthique, c'est l'idée que entre l'individu et le collectif, il y a une distance qui ne peut pas être franchie et qui est un espace inviolable. C'est-à-dire que le collectif n'a pas le droit de faire intrusion dans la vie privée de l'individu, n'a pas le droit de lui dicter ses règles. Et à l'inverse, l'individu n'a absolument pas le droit de modifier, de changer en tant qu'individu les règles du collectif. Et c'est pareil avec la nature. Et dans l'observation qu'on peut faire de ce qui s'est passé, par exemple, dans le communisme, eh bien, le collectif a eu une forme de déni de l'individu jusqu'à ce que le tuer. Avec l'implosion forcément du communisme. Mais dans le capitalisme, c'est exactement l'inverse. L'individu se permet de prendre en otage le collectif et la nature. Donc un individu peut acheter une société et la détruire, peu importe l'impact social que ça peut avoir, et polluer. Et voilà. Et donc ça, c'est inadmissible. Forcément, ce sont les déviances. Et donc, ces déviances peuvent être régies simplement par ce principe de distance sacrée entre l'individu, le collectif et la nature. En sachant que la nature, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en termes de pollution, il y a une distance, il y a quelque chose de sacré et d'inviolable. Et à l'inverse, la nature elle-même permet à l'homme de s'éclore et ne viole pas son principe de vie. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de distance sacrée ?
J'observe dans les expériences que j'ai pu faire, notamment en gouvernance coopérative, etc., l'importance qu'il y a eu pour moi, en tout cas, de faire cet apprentissage de cette notion de souveraineté. Ce qu'on a dans la gouvernance coopérative ou partagée, on emploie beaucoup ce terme-là, qui est de rappeler à l'individu, dans un collectif, combien il est souverain. Et souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout être responsable de soi. Voilà, et ça, c'est une notion que je trouve aussi vraiment importante. C'est-à-dire aussi dans cette distance dont tu parlais de l'autre et de l'individu au collectif et à la nature, il y a aussi soi avec soi, qu'est-ce que je fais, quoi. Et dans la gouvernance coopérative, cette notion de responsabilité, pour moi, est aussi importante parce que souveraineté au sens conscience de ma responsabilité, c'est-à-dire de la responsabilité de mes émotions, de la responsabilité de mes pensées, de la responsabilité de telle sorte que je peux alors probablement beaucoup mieux respecter ou envisager cette distance sacrée dont tu parles. Parce que si je suis connectée à mes émotions et que je m'en sens responsable et que je ne fais pas porter ni à l'autre ni au collectif l'objet de toutes ces choses-là, alors en fait, de fait, la distance sacrée dont tu parles, elle opère. Disons que c'est encore un principe naturel. Si on prend l'holarchie, c'est-à-dire une hiérarchie naturelle, par exemple, les atomes constituent les molécules constituent les cellules, et les cellules les organes le corps humain, et puis ça va jusqu'à la biosphère, évidemment, l'univers entier, peut-être d'autres univers qu'on ne connaît pas. Mais en fait, il y a à chaque fois une distance sacrée. On ne va pas détruire les atomes quand on est molécules. Et c'est à chaque niveau, quoi. Donc il y a le respect de chaque niveau, de cette holarchie naturelle, et il y a chaque fois une distance sacrée. Et c'est-à-dire un vide entre les choses. Le monde est régi par le vide principalement, cet espace qui devrait être inviolable. Et qui est en même temps probablement l'espace de tous les possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on... Voilà, je reviens encore sur les histoires de gouvernance coopérative où on travaille en cercle et le cercle est là pour servir une raison. C'est la raison du projet, c'est notre objectif commun, c'est notre commun qu'on peut symboliser parfois par le centre du cercle, le centre de notre cercle. Et parfois, dans les processus d'intelligence collective, notamment dans la sociocratie, dans certains processus, on s'invite à se mettre à l'écoute du centre du cercle, moi, ce dont tu parles me fait penser à ce silence-là. C'est le silence qui est au centre du cercle. Et on ne sait pas trop de quoi il est fait, mais on sent bien qu'il est quelque part le centre qui fait résonance ou l'écho ou le lieu d'alchimisation de tout ce qui a été dit, mis en mots, de tout ce qui a aussi n'a pas été dit mais a existé dans le non-verbal et ce qui a vibré, enfin bon, etc. Et là, il y a un silence. Et ce qui va jaillir de ce silence, on ne sait pas ce que c'est, mais en étant un peu à l'écoute, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Et souvent, ce qui jaillit, c'est créatif, quoi. C'est créateur, je veux dire. Voilà. C'est pour ça que je te disais aussi fertile. Un silence sacré et fertile. Tout à fait, oui. Le champ des possibles. Et comme dans le son, c'est dans le silence que se trouvent tous les sons. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est aussi dans le rien faire que se trouvent tous les possibles. Ouais. Pour les idées, l'émergence des idées et du fait. Ah oui, vraiment, ouais, l'agir dans le non-agir. Ouais. Agir dans le non-agir, oui, tout à fait. Le quatrième pilier, c'est la communication vivante, qui tient chaque fois compte de tout ce qu'on vient de dire, donc de l'éthique, du retour à l'unité et de la distance sacrée. Donc l'équilibrage des polarités. Donc dans la communication vivante, on parle des deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine, à savoir la partie féminine dans son essence, l'écoute, l'empathie, l'ouverture, le partage, et la partie virile, plus guerrière, qui elle est plus masculine, mais qui est plus physique également. Donc on utilise l'un ou l'autre, ou bien l'un et l'autre. L'idée, dans le décodage biologique par exemple, c'est que chaque émotion non exprimée devient une tension dans le corps. Or, les tensions ne peuvent s'évacuer que physiquement. Il y a des sociétés dans lesquelles, ça se pratique d'ailleurs toujours, par exemple au Sénégal, il y a les luttes sénégalaises, lorsqu'il y a des conflits entre les personnes, eh bien, les gens se réunissent et font une lutte. Ils n'ont pas le droit
de frapper, mais ils peuvent bousculer, un peu aussi comme les sumo. Et là, il y a toute l'énergie qui part et ça devient quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Et c'est une thérapie absolument magnifique. Et c'est le principe masculin, ce sont les guerriers pacifiques, les guerriers de lumière dans des joutes comme ça. Et j'entends souvent dans les oasis que la violence est interdite, l'insulte forcément est interdite, la bataille est interdite, ça c'est les règles de base, mais qu'il y a des gens qui parfois se cassent la figure. Et dans les sociétés primaires, qu'on dit primaires, en fait la solution a été faite par ces joutes-là, où on n'a pas le droit de faire mal, mais en même temps on peut bousculer d'une manière pseudo-violente, apparemment violente, et qui rend les choses thérapeutiques. C'est le principe simplement des arts martiaux dans leur spiritualité. Et donc, dans la démocratie antique, on utilise les deux polarités. Pas seulement la CNV avec son principe d'empathie, mais également la partie plus virile, quoi. Alors oui, moi ce que tu évoques, ça me fait penser à comment dire, la bienveillance, oui. Mais pas la bienveillance qui viendrait cacher ou contourner le conflit. Parce qu'en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ça, c'est que l'énergie de lutte, si elle a besoin peut-être, enfin je sais pas, si elle a besoin de s'exprimer à un moment donné physiquement, c'est peut-être qu'elle n'a pas pu s'exprimer en amont. Verbalement. Et de quoi il est question là ? Il est question de la... Quelle est la posture de chacun pour pouvoir être en conflit, c'est-à-dire être dans le frottement et vivre le frottement, pas d'emblée de jeu se dire non, on est dans la bienveillance, donc on se reconnaît comme étant un. Et donc, c'est ce que Laurent Vanditz de l'UDN, moi j'ai trouvé ça fantastique, cette expression du diktat de la bienveillance, c'est-à-dire sous couvert de bienveillance, on va contourner et fuiter et trouver des stratégies de contournement pour éviter le conflit. Or, en fait, en permanence, c'est notre condition humaine, on l'évoquait un peu tout à l'heure, on est incarné, donc on est dans notre principe de différence. Et notre principe de différence, quand on se rencontre, forcément génère du frottement. On aimerait tellement que ce soit pas du frottement et on aspire tous à quelque chose de beaucoup plus plein et de vivre quelque chose de l'ordre de la communion, évidemment. Et on continue tous d'être dans cette quête-là. Mais en même temps, on est dans ce frottement. Donc là où je voulais en venir, c'est que comment, dans ce frottement-là, à mon sens, qu'on peut peut-être appeler là aussi le principe masculin, s'exprime. Et à mon sens, c'est un peu, ça pourrait peut-être se symboliser comme ça. C'est-à-dire à la fois dans une posture, celle du lotus en fait, cette posture d'ouverture qui est à cet endroit-là. Je suis là, je te respecte et je t'entends, mais je ne vais pas perdre mon axe dans l'histoire. Et c'est parce que je suis dans cette double posture que je vais pouvoir interagir avec toi et être dans un conflit constructif avec toi. Mais si tu veux, il y a les deux, je crois que c'est très subtil, mais je crois aussi que c'est possible d'avoir une attitude extrêmement ferme, parce que très alignée, très centrée, extrêmement ferme et alignée, tout en étant, parce que là l'ego, je sais pas, il y a peut-être un jeu d'ego aussi, mais tout en étant dans l'acceptation de ce que l'autre est. Ça se demande un grand travail sur soi-même, évidemment. Bien sûr, bien sûr. C'est rentrer dans la neutralité des émotions, mais en CNV, on dit... C'est pas de la neutralité. Moi, je le vois pas comme de la neutralité des émotions. Je le vois plutôt à cet endroit-là, celui-là. Au contraire, je suis pas neutre. C'est que je suis plein de ce dont tu parlais, c'est-à-dire de ma colère, de ma rage, de ma tristesse, de mes blessures, qui, à un moment donné, ont besoin de s'exprimer au sens de... moi, j'existe parce qu'on est des individus aussi différents. Voilà, donc moi, j'existe et j'ai besoin d'exprimer ma différence, mon périmètre d'inconfort ou de confort, mes limites, etc., etc. Et ça, je le dis avec une certaine forme de fermeté. Mais si je le dis avec fermeté et en même temps que je suis conscient que ça m'appartient, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça m'appartient et que je ne peux pas, c'est ce que aussi tu disais, je ne peux pas demander à l'autre d'adhérer à mon histoire. Je veux dire, l'autre, il a son propre axe et ses propres choses. Et je crois qu'on peut essayer de tendre en tout cas vers cette chose-là. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, on trouve ça dans le principe des arts martiaux. C'est le chi, le centre de cette croix telle que tu l'as montrée, où justement là on peut être dans la fermeté sans violence et sans aucun combat. Le principe même de l'art martial, c'est de ne pas se battre, mais ça passe par l'évacuation physique de toutes sortes de tensions.
Le dernier point, on va y aller très rapidement, c'est la gouvernance éthique, donc qui est inspirée de la sociocratie, de l'holacratie, et en fait des processus dont tu as parlé. Par contre, là, on met une raison d'être en phase avec l'éthique, le partage du pouvoir, donc l'aspect féminin partage, pour tout ce qui est décision stratégique, et l'autorité dans l'exécution des tâches. C'est un nouveau mode d'élection sans candidat, sans concurrence, c'est-à-dire sans forcément lutte de pouvoir, puisqu'il n'y a pas de candidat à l'origine. C'est la réappropriation du pouvoir et de la responsabilité partagée. Et enfin, ce sont des processus dynamiques, des processus de création, de décision, de stratégie, etc., quoi. Effectivement, la gouvernance partagée, inspirée de la sociocratie notamment, pour moi a été quelque chose de tellement rassurant, réjouissant, de me rendre compte qu'il existait des processus par lesquels on pouvait faire ensemble. C'est extraordinaire pour moi parce qu'une réunion en sociocratie, si elle est bien menée, elle peut avoir duré 1 heure, 2 heures, 3 heures. Un bon indicateur de si ça a été bien mené au sens sociocratie du terme, avec un bon facilitateur, un facilitateur qui l'a fait correctement. En général, on ressort de ces réunions avec plus d'énergie qu'on en avait avant de partir. Oui, tout à fait. Et donc la puissance de ces processus est telle que tout ce qui nous fatigue en fait dans les réunions qui sont gérées autrement, en général n'est pas là. C'est-à-dire tout ce qui est pénible, les gens qui prennent la parole pendant des heures, tous les parasitages qui peuvent exister dans des réunions qui sont mal gérées. Les processus de ces gouvernances-là font que ça n'existe pas. Ça a été suffisamment étudié, etc., pour créer des processus qui fassent que ça n'existe pas. Voilà. Donc ça n'existe pas. Mais en même temps, ce qui est mis en circulation, c'est des principes qui sont extrêmement chouettes, c'est-à-dire l'équivalence. On est quand même sur des notions d'équivalence. Chacun a un espace de parole, et s'il ne veut pas prendre la parole, c'est son choix, mais quoi qu'il en soit, il aura un espace de parole. Donc ça permet de rétablir la question de l'équivalence. Ce dont je parlais aussi, que je trouve très puissant, qui est donc le cercle. Le cercle, il invoque plein de choses, mais il invoque aussi le centre du cercle. C'est à un moment donné, je suis pleinement souverain de ce que je pense, je suis responsable de mes émotions, etc. Donc je suis très axée, mais en même temps, je suis OK pour lâcher. C'est-à-dire, comme Laurent Vanditz le dit, le je veux. Je suis prêt à lâcher le je veux parce que je fais confiance au centre du cercle, c'est-à-dire à nous tous. Ce nous tous qui n'est pas la somme de tous, mais qui est un truc de plus, je suis en confiance pour que ça se passe bien. Et ce qui va se passer à l'issue du processus de décision ne sera sans doute pas ce que j'avais imaginé, ce à quoi, etc. Mais je lâche. Et en fait, plein de fois, je me suis rendu compte que c'était évidemment vachement mieux que ce avec quoi j'étais partie au départ comme idée, quoi. Et c'est là que c'est magique pour moi, là. J'invite les gens à faire cette expérience de l'intelligence collective, parce que on sent à l'intérieur quelque chose qui se passe, qui est beau. Et non seulement vachement mieux, mais juste inimaginable qu'un seul être puisse arriver aux propositions finales qui sont la résultante de l'intelligence collective. Et ça m'a toujours fasciné, mais j'aurais jamais pu imaginer ça. Qui aurait pu imaginer ce résultat en tant qu'individu? Ce n'est juste pas possible. Mais parce que les conditions sont réunies dans ces processus-là, le cercle, les différentes étapes du cercle, je pense qu'il y a un certain nombre de conditions qui favorisent le fait que la personne qui fait une proposition et laquelle proposition va être soumise à décision par le collectif, il valide, il y a objection, il n'y a pas objection, les conditions sont réunies pour qu'il soit à la fois dans une posture de responsabilité, effectivement, mais aussi dans une sécurité. Et parce qu'il va se sentir sécure dans le fait et respecté pleinement dans le fait de faire cette proposition, alors il va pouvoir être réceptif sur toutes les bonifications qui vont être amenées par les copains. Et donc, réceptif, ça veut dire aussi être à l'écoute, lâcher un peu son je veux, être à l'écoute de tout ce qui a été dit pour refaire une proposition bonifiée de l'ensemble, quoi. Mais il n'a pas perdu son axe parce qu'on ne lui demande pas de le perdre. Tout à fait. Ken Wilber fait un avertissement en fait sur les processus d'intelligence collective. Il dit que ce sont des processus tellement puissants, extraordinaires, que s'ils ne sont pas reliés à une éthique et que la raison d'être, c'est par exemple maximiser le profit des actionnaires, on peut rentrer dans ce que Ludi appelle le même cauchemar en pire. Donc il fait un petit
un petit rappel de vigilance. Ce sont des outils, en effet. Donc les outils ne sont pas des fins en soi et ne peuvent pas motiver la raison d'être en elle-même. Donc les outils peuvent tous être dévoyés, c'est certain. Maintenant, de mon point de vue, il peut y avoir en background de la gouvernance partagée ou autre, en effet, une invitation aussi à cheminer dans sa posture intérieure. Ah oui, tout à fait. Alors si cette connexion dans la façon dont c'est pratiqué, envisagé n'est pas faite, c'est fort dommage. Voilà. Et si ces processus sont réduits à leur aspect technique, voilà, comme la CNV, quand à un moment donné, je peux entendre dans différents endroits qu'elle est réduite à sa grammaire, on perd la substance de la dimension spirituelle en fait de la CNV. Bon, bah, de la même manière pour la gouvernance coopérative, je pense qu'il y a dans la gouvernance coopérative matière à enseignement pour chacun dans son évolution intérieure, sur des questions avec quel est mon rapport à l'autorité, quel est mon rapport à ma volonté, quel est mon rapport au je veux, quel est mon rapport à l'écoute, quel est mon rapport à... bon, etc., etc. Mais encore faut-il qu'en effet ce soit porté avec cette inspiration-là, quoi. Ouais. Et d'ailleurs... ces processus-là, c'est justement un système d'éclosion, comme tu disais. C'est-à-dire que l'individu qui vit ça se sent d'une certaine manière bousculé, parfois remué, et même s'il n'a pas un désir d'évolution de conscience ou de chemin spirituel, il le fait parce que le système l'entraîne à l'opposé du système de domination. Oui, c'est fort. Enfin, moi, j'ai eu des moments de joie intense, effectivement, à être dans ce silence, au moment où on invite le cercle, on s'invite chacun à ce silence pour écouter tout ce qui... Voilà, faire silence autour de déjà tout ce qui s'est partagé, toutes les informations qui ont été données, etc. Et dans ce silence, et puis paf, il y a quelqu'un qui prend la parole et qui dit, en fait, ça va être ça. Enfin, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais... Ouais, et ça, et souvent, cette personne, c'est comme si elle n'était que le canal de quelque chose qui appartient à l'ensemble, et puis elle va dire ce truc-là, et puis bon, voilà. Si les conditions sont réunies. Après, tout ça, c'est pas de la magie, quoi. Hein, c'est aussi quand même, pour faire une bonne mayonnaise, il faut les bons ingrédients. Donc là, il y a pour moi aussi une vigilance à rappeler que ça suppose un cadre de sécurité qui soit posé en amont. Pour moi, ça suppose aussi une charte relationnelle qui soit définie. Enfin, ça suppose quand même un certain nombre de choses pour induire la posture dans les processus, de laquelle posture, du coup, ces choses-là peuvent se passer, quoi. Voilà. On part pas d'un truc éthéré. Je veux dire, il y a aussi des choses bien concrètes, à mon sens, qu'il s'agit de mettre en place pour que ces choses-là puissent s'activer. Tout à fait. Voilà. Ben, merci beaucoup, Julie. Julie, comment vous sentez-vous après cette émission ? C'était un plaisir de prendre ce temps avec vous pour ben voilà, c'était une invitation pour moi à aller explorer tout ce dont on vient de parler et qui me passionne en fait. Donc je me régale de le partager avec vous et voilà, c'est vraiment un plaisir. Ouais, ouais. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.